Le sujet du jour nous conduit au Mali. Affaire 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako après de nombreuses médiations. Où en est-on aujourd'hui? On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Numbisi Wafo. On en parlera également avec Kwichu et Koumamité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre émission quotidienne. On remue l'actu de ce jour. On remuera l'actu, voilà, avec l'info du jour. On aura les unes du jour, on aura l'image du jour et le buzz du jour. Bonjour, Kwichu. Bonjour Emma-Mouto, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs bien sûr et surtout bon jeudi à vous tous. Avec un grand plaisir, toujours renouvelé, on vous retrouve encore aujourd'hui, le temps de remuer un tantinet l'actualité et de passer forcément des bons moments avec vous, puisque c'est dans une ambiance bon enfant qu'on se fait ces moments donc dans Remue l'actu. Voilà, tout va bien ce matin? Ça va, on ne peut plus bien. Il est des jours comme ça. Voilà. Il est des jours comme ça où on escarquille grand comme ça les yeux et on a le sourire grand les lèvres. En tout cas, j'espère vous partager, à vous qui êtes nombreux donc à nous écouter et à nous regarder ce matin, cette même bonne humeur. Parce que oui, il est possible de traiter de l'information avec un tantinet, un ton assez satirique. Avec mais un zeste simplement de fun et de du divertissement. lourd. Voilà, c'est un peu cela. Voilà. L'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, il nous a rejoint sur ce plateau. Koumamité, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin et excellent, joyeux anniversaire. Merci Emma-Mouto, merci à nos chers téléspectateurs qui sont abonnés sur For You Télévision, également qui nous suivent en direct sur For You Radio. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission On Remue l'actu. Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui? Eh bien, on va faire un tour. Au menu de l'anniversaire. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gâteau à partager tout à l'heure après l'émission. On espère que nos chers téléspectateurs seront donc des nôtres. Mais une chose est sûre, c'est qu'après l'émission, on va se retrouver pour passer des bons moments et puis se rappeler donc des souvenirs. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on va faire un tour au Tchad où on va parler donc de cette démission du Premier ministre et également de cette rénomination, parce que bon, excusez-moi si on peut encore appeler ça, je crois que c'est une nomination, voilà, une rénomination d'un autre Premier ministre, voilà, donc c'est l'information qu'on va suivre au cours de cette émission, Emma-Mouto. Voilà, le décor est planté, à présent on s'intéresse à l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, on parle du Mali aujourd'hui, affaire 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako après de nombreuses médiations. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, 3 mois après leur arrestation à l'aéroport international de Bamako, les efforts en vue de la libération de ces soldats n'ont toujours pas porté leurs fruits. Depuis l'éclatement de l'affaire, plusieurs initiatives diplomatiques ont été prises d'un côté par le Mali, de l'autre côté par la Côte d'Ivoire. Plusieurs initiatives personnelles ont également été prises ensuite par les présidents du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du chef d'État déchu du Burkina Faso. Cela a abouti depuis septembre à la libération de 3 soldats du contingent pour des humanitaires selon le communiqué de la présidence malienne et par la suite la libération des 46 autres soldats, traînant la Côte d'Ivoire à solliciter la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais depuis les choses n'ont pas vraiment avancé. Le dossier se heurte maintenant à la volonté du pouvoir malien qui semble multiplier les entraves, demandant notamment l'extradition d'opposants maliens au pouvoir qui seraient censés être sur le territoire ivoirien. Il s'agit de Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020, l'ancien premier ministre Boubou Cissé ou encore Thiéman Hubert Koulibaly, ministre de la Défense et des Affaires étrangères sous Ibeka. Abidjan a toujours refusé d'accéder à cette demande. Fin août, la militante des droits humains Pulchérie Balette, proche de l'opposition, a été arrêtée à Abidjan après un voyage au Mali, accusée d'avoir vouloir intercéder auprès des autorités maliennes sans l'aval du gouvernement ivoirien. Elle est actuellement incarcérée et poursuivie pour atteinte
pour entente, j'y arrive, avec les agents d'une puissance étrangère afin le rôle des instances internationales dans cette affaire suscite lui aussi bien des débats. Réunis le 22 septembre à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait appelé à la libération immédiate des militaires ivoiriens détenus au Mali. La veille, lors d'un entretien avec les chaînes françaises, Umaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, avait évoqué la possibilité de nouvelles sanctions contre la transition malienne. En fin de semaine dernière, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu successivement le président togolais Faure Gnassingbe, médiateur dans ce dossier, puis le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, le week-end précédent. C'était les présidents gambiens et ghanéens qui étaient reçus à Bamako par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Mais jusqu'ici, aucun résultat positif. Alors, pour quelles raisons la libération des soldats ivoiriens détenus à Bamako tarde-t-elle après de nombreuses médiations? On en parlera tout à l'heure avec notre consultant permanent, Monsieur Nombisi Wafo. Mais avant, je prends l'avis de mes collaborateurs qu'ils sont sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Koumabité. Après de nombreuses médiations, pourquoi est-ce que la libération de ces soldats ivoiriens, de ces 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, tarde-t-elle? Eh bien, selon vous, oui, selon après moi, de nombreuses médiations. Oui, il faut comprendre ici que le Mali, depuis quelques mois déjà, est dans une situation sécuritaire un peu plus embarrassante. Donc, du coup, c'est pas du tout évident de libérer les soldats au départ qu'on a jugé de mercenaires. À un moment donné, il faudrait, selon le Mali ou alors selon les Maliens, il faudrait d'abord qu'il y ait des preuves qui pourraient, à mon humble avis, démontrer en fait, en réalité, ces soldats-là ne font pas partie de ces indices-là dont on a nommé. Donc, du coup, je me dis que c'est vrai, il y a eu des médiations, c'est vrai qu'il y a eu des négociations, il y a toujours même des négociations par rapport à cela, mais la Côte d'Ivoire, elle refuse de se plier, parce que c'est ça le souci. Parce que si, je vais prendre un exemple très simple, lorsque vous offensez quelqu'un et que la personne, vous-même vous avez compris, en fait, vous avez eu cette sensation-là que la personne a été choquée, à un moment donné, il faut apprendre à demander pardon, il faut apprendre à sortir un peu de son cocon et puis demander pardon. Mais la Côte d'Ivoire n'arrive pas à se rabaisser, parce que c'est là le problème. Si la Côte d'Ivoire au moins aurait dû accepter que bon voilà, les soldats qui sont arrivés, oui, justement, les autorités maliennes exilées en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc du coup, à un moment donné, c'est un peu comme une muraille entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme une guerre froide en fait, parce que là il faut le comprendre. La Côte d'Ivoire qui refuse de se plier, le Mali qui dit ok, vous ne vous pliez pas, d'accord, on va voir là où on va arriver. Parce que si la Côte d'Ivoire avait peut-être pu, je sais pas, peut-être si la Côte d'Ivoire se rabaissait, là peut-être les Maliens quand même avec une main posée sur le cœur allaient déclarer que non, bon, on va les libérer, parce que là il s'agit quand même des Africains. Mais la Côte d'Ivoire, on sait très bien qui est caché derrière la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un secret de polichinelle ici, on peut pas le cacher, mais on sait très bien qui est caché derrière la Côte d'Ivoire. Et du coup, le Mali ne peut pas accepter, parce que si le Mali libère ces soldats, c'est un peu comme si le Mali acceptait un peu les exigences de la France. Excusez-moi de prononcer ce nom, parce que là il faut le dire, parce que c'est la France qui est cachée, qui gouverne la Côte d'Ivoire, parce que là il faut le dire, hein, honnêtement. Donc le Mali reste, parce que le Mali il est sur son territoire, donc automatiquement ce n'est pas au Mali ou alors ce n'est pas au peuple malien de se rabaisser, non, c'est à la Côte d'Ivoire de se rabaisser et aller demander pardon, aussi simple que ça, aller demander pardon aux autorités maliennes, pour que je pense quand même que le président le Mali a quand même fait preuve d'humilité, en libérant les 3 soldats. Justement, donc voilà pourquoi je dis, il faudrait à un moment donné que la Côte d'Ivoire essaye un peu de se rabaisser, essaye un peu de mettre de côté un peu leur, comme on dit généralement, leur influence, qu'ils essaient un peu de mettre de côté et qu'ils essayent de demander pardon. Parce que
la seule chose, je ne pense pas que Assimi Goïta soit quelqu'un d'aussi radical, non du tout. Il faudrait simplement que la Côte d'Ivoire demande pardon et peut-être le Mali va essayer de résoudre le problème. Pourquoi pas libérer ses soldats. Merci Koumabité. Je me retourne vers vous. Okwechu, pourquoi cette libération de ces 46 soldats ivoiriens tarde-t-elle du côté de Bamako après de nombreuses médiations? On a même eu le secrétaire général de l'ONU qui s'est prononcé et qui avait affirmé que ces soldats n'étaient pas des mercenaires. On a eu plusieurs médiations, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, le président gambien, le président ghanéen. Toutes ces médiations-là, jusqu'aujourd'hui, n'aboutit à rien. Selon vous, pourquoi cette libération tarde-t-elle? Alors, justement, la principale raison, pour ma part, du fait que l'on n'avance pas dans les négociations, c'est qu'il y a trop de parties qui engagent des négociations sans que les principaux concernés n'aient eu une entente commune, principalement la Côte d'Ivoire, n'est pas montré réellement sa volonté à pouvoir aller vers le voisin malien pour jouer carte sur table. Je pense qu'il est simplement question de cela, parce qu'aucune médiation n'aura d'issue favorable si les deux parties déjà en conflit n'ont pas cette volonté, ou du moins si l'une des deux parties en conflit n'a pas cette volonté de faire avancer les choses et essaye simplement de contourner réellement le problème qu'il y a sur la table. Alors, on a évoqué, il y a quelques, dans le développé, il y a quelques minutes, le fait que Putchéri Ballet, cette activiste donc, des droits ivoirienne, après son déplacement au Mali, avait subi de la part du gouvernement d'Alassane Traoré des traitements qui avaient d'ailleurs secoué toute la Côte d'Ivoire quant au fait qu'elle avait été incarcérée sans qu'il n'y ait de preuves conséquentes à son endroit, et que la réelle raison de son incarcération, il n'y a qu'à lire entre les lignes, était le fait qu'elle avait d'une certaine manière eu une information des plus crédibles et qu'elle était, ou du moins aurait pu divulguer donc ces informations concernant ces soldats donc ivoiriens détenus au Mali. Voilà. Cette volonté à vouloir museler ceux qui sont au plus près de la vérité témoigne de ce que, non seulement il est important pour la Côte d'Ivoire, ou du moins pour le président ivoirien, que l'on ne sache pas clairement les tenants et les aboutissants de cette affaire, et également, malheureusement, et c'est ce qui coince au niveau des négociations, qu'il n'y a pas une volonté de sa part à se rapprocher des autorités maliennes et jouer la carte de la franchise pour qu'on puisse enterrer cette affaire. Parce que côté malien, finalement, je crois que Assimi Goïta a montré toute sa volonté finalement à faire avancer les choses en libérant déjà ces soldats. Et c'était peut-être un premier pas quant à dire à son homologue ivoirien que je suis ouvert à toute discussion. Il est simplement important que tu démontres que voilà, tu as une volonté toi également de ton côté à vouloir que les choses avancent, parce que à essayer d'enterrer tout ce qui est mauvais, finalement ça nous éclate à la figure à un moment donné. Donc lors de la dernière visite du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, il y a eu cette sortie d'Alassane Ouattara qui, ma foi, pour moi personnellement, était assez comique quant à dire les choses évoluent bien. Avant, à Sissoko Embalo, dans le même week-end, il y a eu également Faure Gnassingbé du Togo qui a donc fait déplacement du côté d'Abidjan. Et la question, c'était de savoir, ça évolue bien comment, quand on sait que côté malien, la CEDEAO, elle n'a pas forcément un retour positif dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut être en conflit? Toi, de ton côté, tu me dis, ça va. Ça commence sans moi. C'est compliqué. Ça va comment si moi je ne dis pas que ça va? Oui, voilà. Tout à fait. Donc, rassurons-nous entre nous, Koumabité, ça va. Non, mais ça va. Ça va. C'est une image. Du toute façon, on va regarder et dire ça va. Non, ça va. Ça va. Parce qu'on est d'accord tous les deux. Effectivement. En tant que côté malien, il n'y aura pas ce mot également d'Assimi Goïta quant à dire ça va, ça n'ira pas. Toutes les médiations et peut-être pour sortir le fait que l'ONU
avec la voix notamment d'Antonio Guterres, apporte son soutien finalement à Alassane Ouattara. Ça ne fait qu'envenimer les choses. Oui, tout à fait. Quant à dire qu'il ne s'agissait pas de mercenaires, c'est comme déjà prendre un parti notamment. Et dire que si vous ne libérez pas ces soldats, vous allez voir... Et ça ne fait que grossir, à un moment donné, ça ne fait que grossir finalement l'ego d'Alassane Ouattara, qui déjà n'entend pas lâcher du lest et aller vers son frère. Eh ben, on fera le tour de la planète, mais tant qu'on ne passera pas par Bamako, il n'y aura pas de suite. On n'évoluera pas. Et aussi, il faut le rappeler, les militaires ivoiriens aujourd'hui, à un moment donné, ça fait un peu trop, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. On ne sait pas, peut-être si la famille qui réclame, parce qu'il faut le préciser, il faut le dire, parce que les familles de ces hommes arrêtés, de ces hommes en tenue, de ces soldats arrêtés se plaignent, mais c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce que la Côte d'Ivoire ne dit pas. Donc il faut à un moment donné que la Côte d'Ivoire arrête un peu cette affaire-là, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils essaient un peu de ravaler leur ego, et puis c'est aussi simple que ça, rendre vite. Pourquoi est-ce que Alassane Ouattara ne pouvait même pas se déplacer et aller à Bamako et causer avec le président que, bon, entre homologues, entre frères africains, voilà ce que je pense qu'on peut faire, et puis qu'on quitte derrière, qu'on passe l'éponge dessus. Voilà. Mais c'est parce qu'on a des égos, et puis à un moment donné, on s'en fout du reste. Merci Koumabité, merci également à toi Kwecho. Tout à l'heure, on va prendre l'avis de notre analyste quotidien, monsieur Noumbessi Wafo. Il va nous dire ce qu'il pense de cette situation des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet. Je me retourne vers toi, Koumabité. Qu'est-ce qu'on a dans l'info du jour de ce jour? Eh bien, Ibamouto, comme l'annoncé au début de cette émission, on parle du Tchad, et là il s'agit de l'opposant Saleh Kedzabo, voilà, nommé premier ministre de la transition. Il faut donc le rappeler que cet opposant historique au président Idriss Déby Itno est donc tué. Idriss Déby Itno, voilà, j'y arrive, en 2021 a été nommé mercredi Premier ministre du Tchad par décret de Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État à la mort de son père et renouvelé récemment par une transition de 2 ans. Monsieur Kedzabo, voilà, 75 ans, ancien journaliste, 4 fois candidat à la présidentielle contre le feu maréchal Déby, et donc le parti avait rallié il y a 18 mois le gouvernement nommé par le pouvoir militaire de transition tchadienne, voilà, dirigé par le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, est donc nommé premier ministre. Il faut donc le comprendre ici, le 20 avril 2021, à l'annonce de la mort du maréchal Déby, tué par les rebelles en se rendant au front. L'armée avait donc proclamé son jeune fils, le général Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans, président de la République à la tête donc de l'armée tchadienne, et de ses 15 généraux pour une période de transition de 18 mois devant mener donc à des élections libres et démocratiques. Mais le lundi, il était donc question d'investir le nouveau chef de l'État pour une transition prolongée de 2 ans sur une proposition d'un dialogue national censé réunir toutes les composantes de la société tchadienne ainsi que la rébellion, mais boycotté par une très grande majorité, quand même, il faut le confirmer ici, de l'opposition politique et armée. Mahamat Idriss Déby avait donc promis lundi de nommer dans les tout prochains jours un gouvernement d'union nationale. Voilà, Imamouto, l'information que nous partageons ce matin. Au Tchad, ça se bouscule, hein, les démissions à gauche et les nominations à droite. Cette nomination, c'était suite à la démission du Premier ministre. Pahimi Padaké Albert, qui a démissionné mardi dernier après l'investiture du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Oui, il faut le rappeler, c'est... le Tchad aujourd'hui, oui, on peut comprendre qu'il y a eu un dialogue national inclusif. On peut comprendre que le fils de Idriss Déby a voulu ou alors veut une union nationale. On peut comprendre, mais le problème est ceci, c'est compliqué en fait. Vous avez les démissions, ça veut dire qu'il y a un problème dans le gouvernement. Et c'est ce problème qu'il faut résoudre. Donc, moi je pense aujourd'hui que le Tchad, ils sont en train excusez-moi, hein, parce que c'est mon avis à moi, enfin en tout cas, de pouvoir se mêler les pédales. Parce que vous ne pouvez pas avoir une nomination, une démission, et ne pas chercher à résoudre le problème. À l'instant où il y a démission, automatiquement il y a nomination. Ça veut dire qu'il y a un couac. Et à un moment donné, ça devient un peu compliqué.
ça devient compliqué parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a de cela. Avant, celui qui a démissionné, il y a une autre personne qui a démissionné, il faut le rappeler. Donc, du coup, ça devient compliqué. Ça fait 2 démissions en moins je crois, en moins de 3 mois. Donc, c'est compliqué. Donc, Emma Moto, on espère simplement que le nouveau gouvernement tchadien, puisque Idriss Déby Itno est devenu l'homme fort pour une seconde fois, 2 ans de 4 mois, oui, notamment. Ça veut dire qu'il a la main mise sur le gouvernement. Ça veut dire qu'il a la main décisionnelle. Il peut décider avec qui travailler ou pas. Donc, du coup, j'ai un peu peur pour le Tchad, mais j'espère bien que avec ce dialogue national inclusif, le Tchad va pouvoir réussir le pari, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Surtout que le président Mahamat Idriss Déby Itno a promis de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale et mettre fin aux différents conflits qui se vivent dans le pays. Voilà. Merci Koumabité pour l'info de ce jour. On se retourne vers Kwechu pour les unes du jour. Alors, on va y aller sans la transition, peut-être. Voilà. On fait le tour de quelques sujets d'actualité tels que traités donc par des médias africains au sud du Sahara. Et aujourd'hui, donc, on vous fait encore un morceau choisi de l'actualité donc traité. Et notamment, on commence du côté du Mali avec le site internet d'information Mali Jet. Alors, développement énergétique durable, le cas du Mali, expliqué donc par le ministre Lamine Seydou Traoré au sommet Russie-Afrique. Voilà, une rencontre qui a débuté depuis hier mercredi, notamment donc le ministre Lamine Seydou Traoré des mines, de l'énergie et de l'eau qui prend part donc depuis hier, le 12 octobre, à la semaine russe de l'énergie 2022, en anglais Russian Energy Week. Voilà, ce sera donc le temps de 2 jours à Moscou, dans la capitale russe. Et dans cet article, on a notamment les réponses aux préoccupations énergétiques qui témoignent de l'engagement du Mali à amenuiser donc les difficultés que rencontre le pays globalement, c'est-à-dire dans malijet.com. À la suite de Malijet, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté d'Afrique centrale, notamment au Tchad. Campagne post-dialogue sur la citoyenneté et le vivre ensemble à N'Djamena. Un article qui est signé Al-Ouida Info. Le premier arrondissement donc de la ville de N'Djamena, la capitale tchadienne, a accueilli hier une campagne post-dialogue sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Et l'objectif de cette campagne étant notamment de restituer les travaux du dialogue national inclusif et souverain et de sensibiliser la population du premier arrondissement de N'Djamena. Quelles en sont les clauses et qu'est-ce qui a débouché de cela? Vous avez la possibilité d'en savoir davantage dans Al-Ouida Info. À la suite d'Al-Ouida, on s'intéresse à l'actualité du côté d'Abidjan, notamment cet article daté de ce matin qui signe le Premier ministre Patrick Hachi aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Vous l'aurez compris, c'est un sujet donc d'actualité. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, conduit donc du 12 au 16 octobre 2022 la délégation ivoirienne du côté de Washington, D.C. aux États-Unis, pour prendre part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, en abrégé le FMI, une mission donc qui intervient dans un contexte de dynamique continue de croissance et de développement du pays, amorcé depuis notamment 2011. Pour sortir de notre revue des grandes unes, on fait cap du côté du Cameroun, notamment avec le journal, le quotidien Cameroun Tribune, à capitaux publics bien sûr. Le journal bilingue qui titre à sa une « Attractivité, la ruée des investisseurs ». Grâce notamment à un mémorandum d'entente signé hier en présence du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais Joseph John Gounté, le groupe américain Hufin Global Solutions est donc venu s'ajouter à la longue liste des investisseurs intéressés par le Cameroun ces derniers jours. Voilà, vous avez donc en image quelques membres du gouvernement camerounais, ministres, qui ont pris part à cette rencontre
rencontre et vous aurez donc plus d'informations concernant cette actualité dans les colonnes de Cameroun Tribune, parution de ce jour. Sur ce, on met fin à notre revue des grandes unes de ce matin. Merci Kouetchou, merci de nous avoir baladés dans les différentes capitales des pays africains. À présent, la régie nous fait signe que nous avons notre consultant permanent, M. Numbisi, en ligne. Bonjour M. Numbisi. Merci, bonjour Mamouto, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien ce matin, c'est un plaisir de vous recevoir M. Numbisi. Non, ça va, je vais suffisamment bien, rassurez-vous. Voilà. Et je suis très satisfait moi aussi de vous retrouver à nouveau ce matin. Merci. Monsieur Numbisi, aujourd'hui on s'intéresse au Mali, notamment à les affaires des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis près de 3 mois déjà. On se demande bien ce qu'il se passe avec de nombreuses médiations. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a aucune suite favorable de la libération de ces 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Selon vous, pourquoi la libération de ces 46 soldats tarde-t-elle? Après de nombreuses médiations. Hein. Ça coince parce que il y a, à mon avis, un peu trop d'orgueil de la part des partis concernés. Il y a un peu trop d'arrogance. Il y a même, voyez-vous, un peu de manipulation. Il y a des fins de récupération politique par des puissances étrangères. Je vais rapidement dire que au début de cette affaire, il y a eu que le 10 juillet 2022, c'est-à-dire qu'il y a quelques 3 mois maintenant, les soldats, on va dire comme ça, ils débarquent, les soldats ivoiriens débarquent sur le sol malien. Ils sont donc pris à l'aéroport. Surtout, et ce qui se passe, c'est qu'il y a au moins 2 choses qu'on leur reproche à ce moment-là. Et on leur reproche d'avoir pas été annoncé. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a pas prévenu le Mali que ces soldats arrivaient sur son sol. La deuxième chose, c'est que ceux-là ne se présentent pas a priori comme des soldats. C'est-à-dire les 49 personnes ne se présentent pas a priori comme des soldats en réalité. Et ils présentent des fausses identités. Il y en a qui sont des peintres, il y en a qui sont des... qui sont des maçons, etc. Et quelque temps après, parce qu'ils vont être pris à l'aéroport, ils vont être retenus par les autorités maliennes, et les autorités maliennes commencent à soupçonner un plan de déstabilisation de la sécurité du pays et du plan de refondation du Mali, qui est initié par Assimi Goïta et les siens. Et du coup, la Côte d'Ivoire, elle réagit à travers ses autorités pour dire que non, c'était des soldats qui étaient en appui à la mission des Nations Unies au Mali. Et sur le coup, c'est-à-dire dans la foulée, l'ONU publie un communiqué pour dire ne pas reconnaître les soldats, avant de se rétracter plus tard en disant qu'il y avait eu des malentendus et des incompréhensions avec les autorités ivoiriennes et maliennes. Donc voilà planter le décor. C'est que au départ, cette histoire ne sent pas très bon. Au départ, ça sent un peu du pourri. Et là, il y a des tensions qui existent entre les deux pays, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire abritait quand même un certain nombre d'opposants très remuants au régime en place à Bamako. Et ceux-là étaient même allés jusqu'à créer ce qu'ils avaient appelé un gouvernement de transition à partir de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire avait été donc considérée par les autorités maliennes comme étant une base arrière des opposants qui s'apprêtent à venir déstabiliser le pays. Alors quand cet épisode arrive, ça en rajoute aux tensions qui existaient. Évidemment, il y a une médiation qui entre en ligne de compte, menée d'abord par Faure Gnassingbé, ensuite par Macky Sall et plus tard par la CEDEAO, qui aboutit quand même à la libération de quelques-uns, je crois que c'est 3 qui sont libérés pour toutes les femmes, pour officiellement des raisons humanitaires. En tout cas, c'est ce qui est dit
par les autorités maliennes. Et à ce moment-là, parce que là nous sommes en début septembre, à ce moment-là, tout le monde croit que c'est le déclencheur d'un mouvement de libération qui va concerner tous ceux qui avaient été arrêtés dans la foulée. Sauf que les positions se crispent. Les positions se crispent parce que le Mali demande que, la Côte d'Ivoire présente ses excuses, que la Côte d'Ivoire extrade des opposants à son régime qui sont sur son sol et qui menaceraient la stabilité du Mali. Et bien, la Côte d'Ivoire perçoit cela comme une humiliation et refuse de communiquer ou alors de dire officiellement et publiquement ses excuses aux autorités maliennes qui, à ce moment-là, campent elles aussi, ces autorités maliennes-là, sur leur position. Et donc, voilà exactement ce qui compte. C'est pour ça que je parlais aujourd'hui d'un problème d'orgueil de part et d'autre. Parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'aujourd'hui, la version ivoirienne qui consiste à dire que c'est des soldats n'est pas du tout acceptée. Elle a de la peine à convaincre les observateurs objectifs, d'autant que les Maliens accusent de plus en plus la Côte d'Ivoire de n'y être pas les seuls, parce que pour les Maliens, parmi ces 49 soldats, il y en a qui ne sont pas ivoiriens. Je rappelle que c'est une affaire qui fait jaser, même en Côte d'Ivoire, parce que l'opposition a même demandé une enquête parlementaire là-dessus pour faire toute la lumière. Déjà savoir si tous ceux-là qui ont été arrêtés sont des Ivoiriens, de deux, si ce sont effectivement des soldats, de trois, qu'est-ce qu'ils allaient véritablement faire là-bas. Et vous savez que l'un des opposants les plus en en Côte d'Ivoire, notamment Laurent Gbagbo, s'est proposé comme médiateur dans cette affaire. Et donc, parce que ça peut lui apporter des gains politiques, cela a été simplement ignoré par les autorités en place à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc c'est pour cela que je disais qu'il y a une question d'orgueil, il y a une question, à mon avis, d'égo subdimensionné de part et d'autre qui ont crispé cette situation. Mais surtout, il faut comprendre qu'il y a également une guerre, deux puissances étrangères qui sont en guerre ailleurs, notamment en Ukraine, se livrent sur le sol de l'Afrique de l'Ouest à travers ce conflit, vous allez me passer le terme, qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire. D'un côté, la France, elle est soutenue, je veux dire, la Côte d'Ivoire est soutenue par la France, ça cela se sait, et la Côte d'Ivoire est même considérée comme le pion de la France dans toute la zone de la CEDEAO. Et de l'autre côté, il y a la Russie qui soutient, ou alors qui arrive en soutien militaire au Mali, et qui est même régulièrement accusée, soit par, je veux dire régulièrement accusée par des autorités françaises, et même par des médias français. Donc, il y a également derrière une guerre des puissances qui cherchent pour chacune de ces puissances-là à avoir même Bassou, si vous voulez, à contrôler la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Mais je dis que c'est dommage. C'est dommage parce que quand on est quand même deux pays qui sont liés par la géographie et par l'histoire, comme c'est le cas avec le Mali et la Côte d'Ivoire, quand on a des ressortissants des deux pays installés de part et d'autre, c'est-à-dire installés dans chacun de ces pays-là, on doit craindre qu'une situation comme celle-là ne s'envenime, parce que si cela va plus loin, vous imaginez très bien que les dégâts seront beaucoup plus importants, surtout que derrière, il y a une sorte de menace qui est faite par la CEDEAO, qui n'est pas toujours bien digérée par les autorités maliennes. Vous savez, récemment, en marge de la session de l'ONU, la CEDEAO a carrément donné une injonction aux autorités maliennes de libérer les 46 soldats. Ce à quoi les Maliens avaient répondu que ce n'était pas une affaire politique, que c'était une affaire exclusivement judiciaire et qu'ils entendaient laisser la justice aller jusqu'à son terme. Donc il y a tous ces enjeux-là. Il y a déjà que les positions se crispent à cause de ce que il y a un égo surdimensionné de part et d'autre. Personne ne veut reconnaître, la Côte d'Ivoire surtout ne veut pas demander des excuses, alors que l'ONU a clairement dit qu'il y a eu des malentendus, il y a eu des maladresses
il n'y a que derrière, c'est une guerre que se livre par ces deux pays interposés-là, deux superpuissances étrangères, une guerre dont l'enjeu est essentiellement géostratégique. Mais surtout, il y a ces menaces-là qui sont régulièrement pondues par la CEDEAO, mal digérées par, vous savez, Mbalo avait dit d'ailleurs clairement qu'ils allaient intensifier les sanctions sur le Mali si le Mali ne libérait pas ses soldats, c'est un discours qui n'est pas beaucoup passé auprès des autorités maliennes. Donc, ces menaces-là contribuent pas à peser la situation et à aller vers une solution au problème, mais ça contribue plutôt à envenimer la situation. C'est bien dommage. Nous disons le souhait pour nous autres qui sommes africains, et le souhait, c'est que ces deux pays-là parviennent à trouver un accord, c'est que ces deux pays-là, chacun désormais respecte la souveraineté de l'autre, c'est que personne ne travaille à déstabiliser l'autre parce que il y va du bien-être des populations d'Afrique, des populations de ces deux pays-là, des populations et des êtres humains simplement. Donc voilà ce que je peux dire pour la question que vous m'avez posée. Générale des Nations Unies, c'était le 22 septembre lors du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à New York à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La CEDEAO avait appelé à la libération immédiate de ses soldats. Bamako n'a pas réagi. Ensuite, le week-end suivant, les présidents du Ghana et de la Gambie sous une mission de la CEDEAO avaient été reçus par le colonel Assimi Goïta, mais ces derniers sont rentrés sans aucune déclaration. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que Assimi Goïta soit ferme malgré le fait que toutes ces personnes se sont déjà déplacées du côté du Mali pour essayer de le convaincre? Moi, je peux dire là-dessus que Assimi Goïta perçoit certaines missions comme étant des missions, et je pense que c'est peut-être véritablement là le problème, comme étant des missions qui ne comprennent pas suffisamment la position malienne, comme étant des missions trop pro-CEDEAO ou trop pro-ivoirienne. Et vous savez, quand les autorités maliennes perçoivent les choses de cette façon-là, cela ne fait pas avancer vers la solution au problème. Parce que pour qu'il y ait quand même une solution au problème, il faut qu'il y ait une capacité d'effectuer des concessions de part et d'autre. Il faut que ce soit les positions, je veux dire les autorités maliennes ou les autorités ivoiriennes, que chacune soit capable de faire des concessions pour parvenir à un terrain d'entente. Mais si on a cette impression-là, qu'on se comporte comme si la Côte d'Ivoire était dans la région en absolu et le Mali était dans le terrain en absolu, en donnant des injonctions de libérer les soldats, je pense que ça va pas, c'est un type de discours qui va pas contribuer à véritablement décanter, décrisper la situation. Donc moi, je pense que pour qu'on aille vers une solution à ce problème, il faut un peu plus d'humilité de la part des autorités des deux pays. Il faut que les gens redescendent sur terre, il faut qu'ils laissent tomber un tout petit peu leur ego pour négocier de façon franche et sincère, mais surtout pour faire des concessions qui permettent de part et d'autre de parvenir à une solution, à la crise, à une solution, j'ai presque envie de dire, solide et durable. Parce que tant que le Mali percevra ses voisins comme étant des pays potentiellement nocifs pour sa stabilité, eh bien, ces voisins-là ne peuvent pas être des médiateurs crédibles aux yeux des autorités maliennes. Donc il y a là-dessus un problème réel de la crédibilité des médiateurs qui est posé, mais il y a surtout un problème au-delà de la crédibilité du respect des autorités maliennes qu'il faut mettre en avant. Et donc, dans cette crise, je pense qu'il faut peut-être sortir du cadre de la CEDEAO pour trouver véritablement un médiateur qui, je vais presque envie de dire, suscite du respect, que ce soit de la part des autorités ivoiriennes ou que ce soit de la part des autorités maliennes. Parce que
Wafo est toujours en ligne. Monsieur Wafo n'est plus en ligne. Voilà, Monsieur Wafo, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission et merci pour ces belles analyses. On aura l'occasion de vous retrouver demain pour de nouvelles analyses. À présent, on s'intéresse aux flèches d'informations en langue anglaise présentées par Die Futsu. Welcome to this edition of News Flash over For You Television. Without transition, we open in Chad to say that President Mahamat Idris Deby named opposition leader party Saleh Kebzebo the new prime minister. The appointment announced on state television came 2 days after President Mahamat Idris Deby said he plans to form a government of national unity as he extended his time in power by 2 years. Deby was sworn in on Monday as president for the new phase of the transition, which aims to be more inclusive and quell political and social division. Kebzego, leaders of the National Union for Democracy and Renewal, was runner-up in the nation's 2016 presidential election. He was a fierce critic of Deby's father's late former President Idris Deby. To talk about COP27, Africa must push for better in the fight for climate finance, says Aspect. Climate change experts from the continent say African countries should arrive at the 2022 United Nations Climate Change Conference, COP27, with an agenda to reframe the climate change debate to better benefit the continent, which is the most vulnerable to the impact of climate change, yet contributes low greenhouse gas emission. Africa is home to some 17% of the world population, but contributes 2% to 3% of its carbon emissions. From 7 November to 18 November, Sharm el-Sheikh in Egypt will be hosting global leaders at the COP27 summit, which on 7 and 8 November will be a World Leaders Summit. Thereafter, thematic concerns such as decarbonization, adaptation and agriculture, gender, water and biodiversity will be discussed. In Tunisia, hundreds of Tunisians clashed with police on Wednesday, October 12, during a protest to demand a rescue mission for relative loss at sea during a failed migration attempt. Protesters burned tires and threw rocks at police. They also blocked the main street in the coastal town of Gazis, shouting, "The people want our lost children." The incident in the southeastern Tunisia city came more than 2 weeks after a boat carrying Tunisian migrants went missing off the coast during an attempt to reach Italy. We finally talk about Cameroon, Nigeria request to join Ivory Ghana Cocoa Initiative. Cameroon and Nigeria requested to join Ivory Coast Ghana Cocoa Initiative, a joint body spearheading the interest of the two countries in the cocoa trade. The head of the initiative, Alexandre Advanso, said on Wednesday. The initiative was set up after a 2018 declaration by Ivory Coast and Ghana, the world's first and second largest cocoa producer, on willingness to define a common sustainable cocoa strategy that will raise price paid to farmers. On that, we put a close to this edition. Thanks for your kind attention. Die Futsu, my name. For this news in brief. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Télévision en simultané sur For You Radio 96.3 FM dans le cadre de votre émission quotidienne On remue l'actu. On vous l'a dit, aujourd'hui on remue l'actu du côté du Mali, notamment les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako après de nombreuses médiations
Où en est-on? Vous pouvez également participer, vous, téléspectateurs, internautes, sur notre page Facebook For You Media Africa. Donnez votre avis par rapport à cette thématique du jour et à la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire tous vos commentaires apparus. Kwecho, tout à l'heure, Monsieur Noubissi Wafo a parlé de la crédibilité des médiateurs, de ces différents médiateurs. Est-ce que vous pensez que ces médiateurs-là ne sont pas assez crédibles? Non, ils ne le sont pas, c'est d'autant plus que même l'organisation qu'ils représentent sont elles-mêmes également assez peu crédibles. J'évoque bien sûr la CEDEAO et plus largement l'Union africaine et même encore, pourquoi pas plus large, l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU. Alors voilà donc principalement les trois organisations qui entendent, ou du moins qui s'essaient à des médiations depuis l'avènement de ce problème. La CEDEAO, qu'est-ce qu'on peut réellement espérer quand même de la CEDEAO quand on sait que c'est une organisation qui est en partie financée par l'Union africaine et qu'on voit aujourd'hui une Côte d'Ivoire dont le président est reconnu comme étant vraiment l'un des pions et vraiment j'ai beau chercher un terme, c'est l'expression qui est la plus utilisée et ça sied tellement pour expliquer un peu la posture d'Alassane Ouattara qui est totalement sous le joug de l'ancien colon français. Donc une CEDEAO financée par l'Union africaine, une CEDEAO qui émet un sommet extraordinaire du côté de New York sans qu'on entende, sans qu'on comprenne vraiment les réels enjeux, une CEDEAO qui tend à prendre le parti, qui prend presque parti, j'ai envie de dire, dans des conflits, et une position qui, à chaque fois, est presque celle prise également par l'Occident. On se pose des questions. Vraiment, on se pose des questions, même si les présidents et anciens présidents qui sont souvent médiateurs de la CEDEAO sont parfois des hommes en qui on a mis une certaine confiance. Malheureusement, leur crédibilité en tant que médiateur d'une organisation qui, elle, manque de crédibilité, fait que malheureusement, on n'est pas vraiment très en point avec leur position. Alors, l'Union africaine, ça va dans la même continuité. L'ONU, avec une sortie d'Antonio Gutiérrez qui dit de ces soldats qui ne sont pas des mercenaires, alors que Bamako en apporte toutes les preuves de ce qu'ils ne sont même pas pour certains des soldats. Et si Antonio Gutiérrez, étant donné qu'il parle en lieu et place de l'ONU, prend déjà position quant à dire au Mali qu'il se trompe, finalement on se pose des questions. On se pose des questions et toute médiation donc initiée par l'ONU, elle également accouche d'une souris. Donc vraiment on a l'impression que c'est le Mali, David face à un combat contre Goliath, qui sont toutes ces organisations. Mais aujourd'hui il y a un Mali qui tient tête. Le Mali qui a pris donc en main son avenir et qui dit on n'en est plus à se laisser marcher dessus ou à boire comme parole d'évangile tout ce qui viendrait comme discours de ces organisations, et on a pris position. Voilà, donc c'est un peu cela. Et également à retenir de la sortie de M. Noubissi Wafo, un problème d'ego. Comment est-il possible que l'ego d'un seul homme en vienne aujourd'hui à faire pleurer des dizaines de familles, de nombreuses familles? Est-ce que la politique africaine aujourd'hui, elle doit encore reposer sur des hommes qui mettent leur ego, leurs enjeux dans ce qu'ils ont initié comme rapport avec l'ancien colon? Non, je ne pense pas, et c'est tout ce qu'il y a de plus désolant. Et quand on voit aujourd'hui des présidents jeunes comme Ibrahima Traoré ou encore comme Assimi Goïta avoir tout le soutien de la population, du peuple, vraiment on comprend pourquoi finalement il y a tout ce soulèvement populaire à leur endroit. C'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a un homme devant eux qui défend d'abord les intérêts du peuple. Et c'est le peuple d'abord. Et c'est vraiment dommage ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que l'ego d'un homme finisse par empiéter les rapports diplomatiques entre deux pays. Voilà.
Merci Kwechu. Koumabité, est-ce que tu penses que tu es du même avis, tu partages l'avis de Kwechu et de Monsieur Noubessi Wafo, notamment que ces différentes médiations, voilà, la crédibilité des médiateurs, est-ce que pour vous, ces médiateurs ne sont pas assez crédibles? Vous savez, Emamoto, je voudrais dire ici, vous savez pourquoi l'Afrique ne peut pas être comme l'Union européenne? Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'en Afrique, il faut le dire, hein, il faut dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, c'est parce qu'en Afrique, il y a des traîtres. Et je ne voudrais pas dire ici que le président ivoirien est traître, mais je voudrais simplement dire ici que en réalité, il n'est pas du côté des panafricains, des panafricanistes en fait, autant pour moi. Et voilà pourquoi l'Afrique qui est pleine de ressources, l'Afrique qui a des personnes intelligentes, l'Afrique qui a ce potentiel même économique aussi fort, parce que là, il faut le dire, ne peut pas se développer parce qu'à un moment donné, il y a des traîtres. Et du coup, quand il y a des traîtres, automatiquement, on ne peut pas facilement évoluer. Donc, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est la preuve tangible, la preuve palpable que en réalité, l'Afrique ne peut pas, une seule personne ne peut pas changer l'Afrique parce que, vous savez, la CEDEAO, excusez-moi de le dire, hein, moi je vais le dire ici, la CEDEAO c'est un pion, la CEDEAO c'est un pion de la France parce que vous ne pouvez pas faire partie des Africains qui militent à un moment donné pour une même cause et après vous tournez le revers de la cuillère et puis vous dites que non. En fait, là vous voyez là, s'il faut parler des problèmes de l'Afrique, il faut aller aux États-Unis. Ça sont des histoires. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, moi je vais le dire ici, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de mal faire et le président Alassane Ouattara, pour dire exactement, n'est pas en bonne marche. Je ne sais même pas si au cours des prochaines élections, ça va aller de bon train de son côté. Parce qu'à un moment donné, ce sont les familles qu'il est en train d'attaquer là. À un moment donné, ce sont les familles qui sont en train de pleurer. Parce que ces militaires qui sont au Mali aujourd'hui, ces mercenaires que d'après le Mali ont des familles. Et ces familles aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas, la Côte d'Ivoire ne parle pas de ça, mais ces familles tous les jours sont en train de pleurer. Alors, donc, pour dire ici que la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit au départ... Parler de la crédibilité des médiateurs. Tout à fait. La Côte d'Ivoire a un problème d'écho et les médiateurs de la CEDEAO, moi je vais le dire ici, les médiateurs de la CEDEAO ne sont plus des personnes crédibles, parce que là je l'affirme, ces personnes-là ne sont plus des personnes crédibles, parce qu'au départ on parlait quand même de la CEDEAO, à l'époque quand on parlait quand même de la CEDEAO, on voyait des vraies personnes, on voyait par exemple le Kwame Nkrumah, ces hommes valables là qui défendaient quand même l'idéologie de l'Afrique. Aujourd'hui on a juste des pions, on a juste des personnes qui sont là pour se faire du pognon et puis partir et puis laisser le pays ou alors leur pays dans le chaos. Merci. Koumabité, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes avec nous et que vous suivez de près ce débat. On se tourne vers Kwechu pour l'image du jour et on revient. Alors l'image du jour nous amène dans la capitale anglaise. On est donc du côté de Londres et on va parler notamment d'une statue qui se démarque assez donc dans le paysage de ce côté. Alors pourquoi est-elle aujourd'hui l'objet de notre statue? Il s'agit notamment de celle du pasteur baptiste John Chilembwe qui est donc statuifié du côté de Londres. Une œuvre d'art notamment activiste anticolonialiste, voilà, une œuvre notamment également de Samson Kabalou qui a donc été dévoilée en fin septembre dernier, on était exactement le 29 septembre. Voilà, il faut rappeler que cette statue donc se situe exactement au socle de Trafalgar Square qui déjà précédemment avait accueilli une œuvre du Nigérian Yinka Shonibare et qui donc aujourd'hui accueille cette sculpture de Samson Kabalou qui simplement rend hommage à un opposant de la colonisation. Chose assez intrigante quand même, que cette ancienne colonie finalement accueille le visage, le portrait de cet homme qui lui s'était battu donc corps et âme contre le colon
anglais. Alors, déjà pour revenir sur cette sculpture, il faut dire que elle représente Chilembwe, ce pasteur donc activiste anticolonialiste portant un chapeau. Chose assez banale aujourd'hui, mais il faut dire que dans les années, dans la toute fin du 19e siècle, il s'agissait notamment d'un acte défiant ainsi la règle coloniale qui interdisait aux Africains de porter des chapeaux devant les Blancs. C'est assez fort quand même, hein. Franchement, qu'on en était à ça. Alors, on va revenir globalement sur qui était le pasteur donc Chilembwe, John, j'y arrive. Alors, il faut donc retenir de lui, pour ceux qui l'ignorent, qu'il est né en 1871 dans ce qui s'appelait alors le Nyasaland. Donc, le Nyasaland. Oui, c'est un pays. Le Nyasaland, aujourd'hui Malawi. Ah, d'accord. Alors, un protectorat britannique depuis notamment 1907, où les colons donc s'approprièrent massivement des terres communautaires. Au début des années 1890, Chilembwe était un simple domestique aux ordres de John Booth, dont son maître, un missionnaire indépendant, fondateur de la mission baptiste Zambezi Industrial Mission, non loin notamment du Blantyre, contrairement donc à la plupart des autres missionnaires qui étaient venus du Royaume-Uni. John Booth donc prône l'égalité entre tous les fidèles dans les différentes missions qu'il fonde. Et en 1897, John Chilembwe, fortement donc influencé par son patron, le suit jusqu'en Amérique où il intègre un établissement donc baptiste, notamment la Virginia Theological Seminary and College de Lynchburg. Voilà. Et donc de retour des États-Unis, il vient avec cette volonté-là à impulser du côté de l'Afrique, des États-Unis, même s'il y a encore des mouvements ségrégationnistes, affichent fièrement leur combat. Et donc de retour en Afrique, il vient lui également avec cette démarche-là, afficher sa volonté d'être fier, d'être noir et d'exiger pour cela d'avoir des libertés. Et voilà comment il a donc mené tout un combat contre les colons britanniques. Et aujourd'hui donc cette statue de cet artiste va simplement dans sa démarche panafricaniste, dans sa démarche également à faire valoir ces grands hommes martyrs et combattants donc africains qui ont milité pour aujourd'hui avoir cette indépendance. Et voilà, on lui donne cette possibilité d'ériger cette statue qui est simplement également du côté d'Angleterre comme un devoir de mémoire que de reconnaître les torts faits à l'Afrique et une volonté simplement pour ces artistes africains d'être à leur manière militants. On le dit, une œuvre peut être 1000 fois plus parlante que plein de récits donc, de faits. Merci pour ces belles, vraiment, pour ces magnifiques images. Merci de nous avoir plongé dans l'histoire de ce, comment il s'appelle, Chilembwe. John Chilembwe. Voilà, John Chilembwe. Originaire du Nyasaland. Voilà, qui est aujourd'hui le Malawi. Voilà, Nyasaland. Merci. Un pays. Occasion d'inviter aussi, il faut rappeler qu'on a de nombreux téléspectateurs. Oui, qui sont du Nyasaland en fait. Donc ils sont à Londres. Ils sont en Angleterre en tout cas. Je vous invite vivement à faire un tour de ce côté. Voilà. Peut-être pour revenir. Peut-être merci. Il est bien le Nyasaland. Oui, c'est un pays. Vous avez dit que c'est le Malawi actuel. Donc, du coup, voilà. Merci Kwechu pour ces belles images. Peut-être avant de sortir pour revenir sur le débat, une dernière question pour sortir avant que Koumabité ne prenne les différents commentaires de nos différents internautes. Est-ce que si la Côte d'Ivoire ou alors si Alassane Ouattara se plie aux exigences d'Assimi Goïta, notamment de libérer les personnalités maliennes exilées en Côte d'Ivoire, est-ce que si Alassane Ouattara se plie à ces exigences, là on peut espérer une libération de ces 46 soldats restants à Bamako? Oui, pour moi, je dirais automatiquement oui, parce que c'est la seule chose que le Mali attend. Le Mali a toutes les preuves. Le Mali a présenté les preuves tangibles contre la Côte d'Ivoire. Et ce sont les faits, c'est vérifié.
Alors, la seule chose que le gouvernement malien attend, c'est comme j'ai dit, que la Côte d'Ivoire avale un peu son ego et que c'est simple, aussi simple que ça, demander pardon à son frère. C'est pas comme si ça l'a enlevé, je sais pas trop, un cheveu ou alors je sais pas trop sur voilà, merci. Koumabité Kocho, est-ce que tu penses que si Alassane Ouattara se plie aux exigences d'Assimi Goïta, notamment libérer les personnalités maliennes exilées en Côte d'Ivoire, on peut espérer une libération de ces 46 soldats? Tout à fait. Moi, je vois une issue des plus favorables si effectivement il y a une volonté de la part d'Alassane Ouattara d'avaler son ego, simplement parce que le président Assimi Goïta, c'est un panafricaniste. Et le panafricanisme se veut avant tout le rassemblement, la cohésion, la synergie entre les peuples africains. Et il suffirait simplement de la part d'Alassane Ouattara d'aller dans ce sens, dans cette démarche, qu'il obtiendra forcément l'assentiment du président Goïta. Merci Kwechu. On va prendre les messages avant de sortir de cette émission avec vous, Koumabité. Bien évidemment, et Mamuto, les messages, on a tellement de messages ce matin. Il s'agit de Mobodi Diarra, qui a écrit, il dit ils sont au point, si nous savions, ni Ado ni la France ne sait plus comment s'en sortir. Même après leur jugement, les mercenaires n'iront nulle part. Ça, ce sont les messages de monsieur Diarra. Il y a toujours beaucoup de choses plus graves qu'Ado ne veut pas qu'il fasse sortir. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Quand Ado clame la paternité de 46 soldats, il sait qu'il s'est mis dans la gueule du caïman. C'est toujours il a beaucoup à dire. La Côte d'Ivoire sait qu'il y a même pas, plus de 16 soldats de nationalité ivoirienne. Là, je sais pas ce qu'il voulait dire par là. On va aller plus loin. On va aller plus loin et là on va rattraper. Voilà, Madame Joséphine Delta. Ce que la question, c'est la population ivoirienne qui ne comprend rien sur le terrain à chaque fois pour parler des soldats. Ouattara lui-même sait très bien qu'il se trouve dans une situation délicate, même la CEDEAO, qui sont venus au Mali, je pense qu'elle voulait dire même les membres de la CEDEAO qui sont venus au Mali pour une situation mercenaire ivoirien. Ils n'ont pas pu trouver des solutions parce que Ouattara dit que ce sont des soldats et il ne veut pas entendre que 7 ou 16 Ivoiriens soldats, le reste, ce sont des étrangers. Alors pourquoi Ouattara dit que ce sont alors ces soldats? Ouattara, bon bref, c'est tout un message, il faut... Voilà, on va s'arrêter là. Non, on va lire un tout dernier. L'orgueil, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Toi qui délire la place du Mali, tu fais que bon, voilà. Je crois que on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et Mamuto. Et puis je pense que la suite, on va continuer. Merci Koumabité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de votre émission Remue l'actu de ce jour. Merci à toi, Kwechu. À demain avec le même plaisir, Moto. Merci, Koumabité. Eh bien, merci Mamuto, merci à nos chers téléspectateurs. Restez scotchés sur nos antennes. L'édition du 12h se poursuivra tout à l'heure. C'était un plaisir d'être avec vous.